Ma montre indique qu'il est 23h. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition vespérale. À la une de l'actualité, réunion bilatérale République démocratique du Congo, République du Congo, tenue à Brazzaville. Le deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, vient de signer un accord de coopération énergétique bénéfique pour les deux peuples. La route bypass, cette route d'intérêt général qui relie plusieurs communes, entre autres Lemba et Ngaba, est en proie à une énorme tête d'érosion qui risque de la faire rayer de la carte de Kinshasa. Vous allez suivre dans ce journal les débuts des travaux anti-érosifs pour sécuriser cet ouvrage. Merci de nous suivre. Comme je le disais au début, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, prend part à la réunion bilatérale République démocratique du Congo, République du Congo. Le chef d'État de ces deux pays ont décidé de procéder à la collaboration énergétique en faveur de ces deux nations. Suivez la cérémonie des signatures de cet accord. Protéger les intérêts communs au bénéfice de la République démocratique du Congo et de la République du Congo n'est pas une illusion. Ces deux pays frères qui développent depuis toujours de relations saines ont décidé de signer ce lundi 6 décembre 2021 la déclaration conjointe et l'accord bipartite sur la collaboration énergétique. Majestic River est le bateau à bord duquel le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a traversé le fleuve Congo ce lundi 6 décembre 2021 à destination de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Accosté à 11h50 heure locale au but de Brazzaville, le président de la République Félix Tshisekedi a été accueilli à sa descente par l'ambassadeur de la RDC en République du Congo, Christophe Muzungu, le premier ministre du Congo-Brazzaville, Anatole Koliné Makioso, le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Ces derniers étaient accompagnés d'une forte délégation dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, la Dirkaba du chef de l'État en charge de questions diplomatiques, politiques et juridiques, Nicole Boacha, quelques membres du cabinet du président de la République et différentes autres autorités du pays hôte. S'en est suivi la haie d'honneur. Du beach de Brazzaville, le cortège présidentiel a pris la direction du Palais du Peuple, dans la salle du Conseil de ministres pour la signature proprement dite de la déclaration conjointe entre Félix Tshisekedi et Sassou Nguesso, mais aussi l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre la RDC et le Congo par le ministre RD congolais de l'énergie Olivier Mweze Moukalenk et le ministre congolais des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa, assisté par les deux chefs d'État. C'était en présence du représentant personnel de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis, partenaire de ces grands projets qui réunit à nouveau la RDC et le Congo-Brazzaville. En mot des circonstances, le ministre congolais des hydrocarbures a, dans son discours, relevé l'importance de ces protocoles d'accord qui répond à la pauvreté énergétique dont font face les populations de ces deux pays. Il a indiqué par ailleurs que ces projets visent à assurer l'interconnexion aux énergies de deux pays. L'interconnexion du réseau électrique reliant Inga-Kinshasa en RDC et Brazzaville, centrale électrique de Pointe-Noire en République du Congo, devrait alimenter les zones industrielles du Katanga en RDC. Après la signature de la déclaration conjointe, le VPM de la RD congolais a fait la lecture de la dite déclaration, sanctionnant le sommet de Brazzaville sur la boucle d'amitié énergétique entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Peu avant les signatures, les deux chefs d'État se sont retrouvés en tête-à-tête de plus d'une heure, en présence du représentant de son Altesse, le prince héritier des Émirats Arabes Unis. Rien à filtrer de leurs échanges. Cette signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays va concerner la mutualisation de ressources électriques et gazières. Ceci dans le cadre de l'intégration régionale pour le bien-être des populations respectives. Rappelons que cette rencontre intervient 10 jours après le tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et le président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Fin de la cérémonie, le cortège présidentiel a pris la direction du beach de Brazzaville. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa.
traversant le fleuve Congo et de retour à Kinshasa, ayant succombé d'une manière tragique, Alpha Toumba et toute sa famille ont péri dans un incendie dont l'origine reste inconnue. Ce matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu les derniers hommages aux membres de la famille éplorée. Retour sur ce moment douloureux avec Fanny Kikoufi, Sister Matondo. Vive émotion et consternation ce lundi matin au parvis de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa. 8 cercueils contenant les reliques des membres de la famille Toumba Katala, chef protocole à la maison civile du chef de l'État, étaient exposés au funérarium pour un dernier hommage avant leur inhumation. De nombreuses personnalités émues par les circonstances tragiques de cette disparition familiale ont pris part à cette cérémonie funéraire. Très affecté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant les 8 des plus mortels sous le regard sidéré de la mère de Alpha Toumba Katala et d'autres membres de famille. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant d'assister à la messe du suffrage célébrée par Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimayi, en présence de plusieurs prêtres. Dans son oraison funèbre, le chef de la maison civile, Dr Bruno Meteyo Nyenge, a rappelé que Alpha Bernard Toumba Katala, décédé à l'âge de 53 ans, son épouse Bibiche Dissosa à 43 ans, et de tous leurs 6 enfants, Jemima, Godly, Fernand, Gilbert, Maria et Joseph Toumba, ont péri dans un incendie d'origine inconnue la nuit de samedi 27 novembre dernier. Ceci est un drame que l'on n'oubliera jamais, mais qui n'est pas le dernier mot. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur les lieux du drame, sous une pluie battante. Et le passage n'était pas facile, parce que des milliers de personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j'avais souhaité que cela ne fût qu'un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là, dans toute sa nudité. 6 corps calcinés se trouvaient dans les brûlis du plafond, des meubles et des ustensiles d'une maison encore envahie par une fumée étouffante. Le chef de la maison civile a décrit Alpha Toumba comme un homme dévoué et serviable avec un grand sens de responsabilité et sacrifice quelles que soient les circonstances. Dans son homélie, l'officiant du jour, Monseigneur Bernard Kassanda, a trouvé des mots justes pour assurer les autres membres de la famille marqués par ce drame. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où Alpha, son épouse et leurs 6 enfants ont été inhumés. Parlons encore du président de la République qui a assisté ce dimanche au Char Club de Kinshasa à un culte annuel spécial du Centre missionnaire Philadelphie dénommé Aksanti Mungu 2021. Guylain Kabalundi, bienvenue. Kabamba nous parle des contours de cette célébration qui exalte la magnificence de Dieu. Suivez. C'était un culte annuel spécial ce dimanche au terrain du complexe sportif Char Club. Danse, louanges et offrandes spéciales étaient au menu pour dire en cette fin d'année 2021 Aksanti Mungu. Merci Seigneur. L'initiative est du Centre missionnaire Philadelphie. C'est un moment particulier où nous nous rassemblons tous pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies tout au long de l'année. Fervent croyant et membre de cette communauté, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bible en main, a honoré Aksanti Mungu 2021 de sa présence. Aux côtés de l'apôtre visionnaire Roland Dallot et du pasteur Ken Lwamba, le président de la République a communié avec tous les fidèles de cette communauté dans une ambiance chaleureuse. Après les séances de louanges, des témoignages et des actions de grâce, le pasteur Ken Lwamba a édifié les fidèles lors de sa prédication inspirée du livre de Luc 17, versets 11 à 19. Revenir sur ses pas et le thème décortiqué. Pour le prédicateur, il s'agit d'un appel et un rappel pour le haut fait et bienfait des dieux. Ce message interpellateur a précédé l'étape de l'offrande spéciale, un des grands moments de cette célébration. Sa visite est une présence d'un enfant de Dieu, parce que c'est un enfant de la maison,
un enfant du centre missionnaire Philadelphie qui prie, un enfant de Dieu d'abord. Et naturellement, comme nous tous ici réunis, nous sommes venus dire merci. Et lui aussi particulièrement, dans ses fonctions, dans son statut, il vient aussi dire merci au Seigneur parce qu'il reconnaît que Dieu a agi et que Dieu est fidèle pour sa vie. Comme à l'entame, danse et louanges ont sanctionné cette liturgie dont la prochaine rencontre est prévue pour l'an prochain. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement où les sénateurs ont adopté la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. C'était au cours d'une plénière sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo. Edith Chala nous en parle. Le Sénat vote le texte unique de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Adopté il y a une semaine en des termes différents avec l'Assemblée nationale, une commission mixte paritaire a été requise, comme l'exigent les pratiques pour l'harmonisation des vues. Le Sénat vient d'adopter la proposition de la loi organique portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap après l'audition du rapport de la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Se basant sur la Constitution et les règlements intérieurs, les commissions socio-culturelles des deux chambres ont réussi à aplanir les divergences afin de doter la RDC d'une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Ce sont 22 articles qui ont nécessité cette mise en commun. La loi a été votée en termes non identiques par les deux chambres et c'est ainsi que la commission mixte paritaire a été organisée. En toute chose, c'est que je pourrais dire, nous avons été heureux de constater qu'il y a l'objectivité qui a primé et nous avons pu harmoniser les vues afin qu'un texte potable soit présenté. Modeste Bahati Lukwebo a par ailleurs annoncé officiellement l'organisation du congrès par les deux chambres lundi 13 décembre prochain à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le speaker du Sénat a en outre sensibilisé les sénateurs sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la 4e vague de Covid-19 jugée plus dangereuse. Parlons encore de la réunion bilatérale République démocratique du Congo, République du Congo tenue à Brazzaville sur la coopération énergétique et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part aux travaux préparatoires. Sur place, Jean-Michel Sama Lukonde a échangé avec le Premier ministre de la République du Congo sur les questions d'ordre social qui touchent les deux peuples. Pati Tondouangou, bienvenue Lusala. Pour une première mission officielle au Congo-Brazzaville, ce lundi 6 décembre 2021, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris part à la signature de l'accord de collaboration énergétique entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au beach de Brazzaville, Anatole Koliné Makosso était présent pour accueillir son homologue Premier ministre de la République démocratique du Congo. Après cet accueil chaleureux, le cortège du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris la direction de la primature du Congo-Brazzaville où les deux personnalités ont eu un tête-à-tête. Rencontre qui, selon les chefs de l'exécutif national, entre dans le cadre des besoins de coopération accrue entre les deux pays. Tout d'abord, je voudrais remercier mon homologue, le Premier ministre de la République du Congo, pour l'accueil qui m'a été réservé, un accueil très chaleureux. Effectivement, les deux capitales les plus proches du monde, et donc les deux premiers ministres les plus proches du monde, pour accompagner la rencontre de nos deux chefs d'État respectifs. Nous faisons face au même problème, et donc ce n'est que normal que nous puissions échanger sur des problèmes socio-économiques qui nous concernent tous. C'était de bons échanges. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge reste convaincu que cette rencontre, qui est certes la première, ne sera pas la dernière. Et le ministre de la Jeunesse a lancé la campagne d'assainissement de la ville avec les jeunes du centre évangélique Liloba. Il a sensibilisé tous les jeunes à s'offrir un temps chaque week-end pour participer à l'assainissement de leur milieu de vie. Edith Chala.
Assainissement et hygiène dans la société, le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Munkuluzola, a participé à l'opération de ramassage des immondices dans la ville de Kinshasa à côté des mouvements de la jeunesse de la communauté chrétienne Liloba. Question pour lui de prêcher par l'exemple. Débutée à la première rue Limité, l'opération s'est intensifiée jusqu'au pont Matete. Le ministre de la Jeunesse s'est exprimé à l'issue de ce salongo. C'est une façon pour nous de sensibiliser aussi toute la jeunesse congolaise à la lutte contre l'insalubrité, parce que l'insalubrité nous donne la maladie, l'insalubrité produit la malaria et puis pollue aussi. Et c'est dans l'inscription nette de la vision du président de la République qui veut que la jeunesse congolaise soit une jeunesse de développement. Et c'est pour moi également l'occasion de remercier le prophète Condé d'avoir autorisé à ce que nous puissions avoir cette activité de volontariat avec toute la jeunesse de l'église Liloba. Cette énième opération intervient après celle qu'il a organisée avec la coordination de Kinbopeto dans les communes de Kinshasa, Lingwala et Kitambo. Il promet sensibiliser davantage la jeunesse à consacrer quelques heures de leur week-end aux travaux d'assainissement de leurs milieux respectifs. Santé, il s'est tenu l'atelier de validation du certificat médico-légal d'agression sexuelle. Il s'agit du document établi par un médecin après consultation d'une jeune fille ou femme victime de violences sexuelles, et cela pourra permettre l'accélération des procédures judiciaires en vue de punir le coupable. Yvette Makoutima nous en dit plus. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus touchés par les violences sexuelles. Les différentes guerres n'ayant qu'exacerbé les violences basées sur le genre, entretenues par les coutumes et traditions rétrogrades. Le Programme national de la santé de la reproduction, dirigé par le docteur Anne-Marie Toumba, avec l'appui de l'USAID et le Fonds social de la République, a réuni dans cet atelier préparatoire les acteurs venus des ONG internationales et nationales, du système des Nations Unies, des services de l'État concernés, pour examiner 2 documents actuels disponibles, les rapports d'expertise médico-légale du PNCR et les modèles des certificats médicaux d'agression sexuelle. Après l'adoption de ces documents, il ne restait plus que la validation officielle du secrétariat général de la santé. Nous avions un document qui nous manquait vraiment, c'est le certificat médical de preuve qui nous montre que la victime a été reçue par quelqu'un quand il s'est présenté à l'hôpital dans un centre de santé. La personne qui l'a reçu a constaté quelque chose. Parce que c'est avec le constat, avec le premier prise en charge, la personne qui a reçu la victime, qui lui donne ce document-là qui peut aller avec en justice. La prise en charge des violences sexuelles et basée sur le genre est une problématique qui nécessite une conjugaison de multiples efforts. Au chapitre toujours de la santé, les étudiants en médecine ayant terminé leur cursus universitaire dans les établissements universitaires non viables sont confrontés à beaucoup de difficultés pour prêter serment et même pour obtenir un numéro d'ordre. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement et dénoncer ce qu'ils appellent injustice. Chimendondo, Chichik, Mangaya les ont rencontrés. Ces femmes et ces hommes ont décroché leur diplôme en médecine il y a de cela 5 ans. Mais voilà, ils ne peuvent plus prêter serment d'Hippocrate. Leur seul péché, c'est d'avoir étudié dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire non viables. D'après les recommandations issues des États généraux de l'ESU organisés à Lubumbashi, les diplômés en médecine des instituts non viables devront passer un nouveau test de connaissances avant de se livrer à cet exercice. C'est que ces récipiendaires n'entendent pas de cette oreille. Abordé par la presse, le responsable de l'Ordre national de médecins n'ont pas voulu se prononcer sur cette affaire. La porte a été hermétiquement fermée au chevalier de la plume. Un dossier à suivre. La nouvelle génération consciente a sensibilisé en faveur des actions du chef de l'État pour un État de droit. C'était à l'occasion de la sortie officielle de la NOGECO et qui est alliée à l'Union sacrée, nous dit Rukin Zouzi. Garantir le progrès social pour le bien-être et le développement intégral de l'homme demeure l'un des objectifs poursuivis par la nouvelle génération consciente NOGECO en sigle. Cette formation d'idéologie sociale, démocrate, qui est à l'écoute du peuple, prône
l'égalité de droit en soutenant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision. Voilà en substance le message on ne peut plus clair du président national de la nouvelle génération consciente à l'occasion de la sortie officielle couplée à l'installation du secrétaire général et des animateurs des différentes fédérations de Kinshasa. Fabrice Lokenke Isampembe, engagé aux côtés du chef de l'État pour redorer l'image du pays, a également annoncé l'adhésion de la NOGECO à l'Union sacrée pour la nation. Nous sommes tous ensemble pour garantir le progrès social de la population congolaise. Nous soutenons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je déclare à dater d'aujourd'hui la NOGECO et Moi Abotami Akedeligoso. La nouvelle génération consciente a mobilisé 4 districts de la capitale. Elle souhaite voir la RDC considérée comme interlocuteur sur le plan international et non comme outil, et que les atouts en ressources naturelles et humaines font de notre pays le centre d'intérêt des nations du monde. C'est en janvier 2022 que vont démarrer à Kinshasa les travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées. Une réunion sur l'évolution des différentes phases du dit projet s'est tenue à Kinshasa, nous dit Joël Makela. C'est opté, Kinshasa sera doté d'une station d'épuration des eaux usées. Les travaux vont démarrer en janvier 2022, site choisi, le terrain situé entre l'avenue de l'Enseignement et le boulevard Triomphal en face du stade de Martyrs. C'est ce qui ressort des échanges entre la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, avec le responsable du groupe Eco Global et des affaires publiques et internationales des services publics de l'enseignement francilien. Cette station, d'une capacité de 1300 mètres cubes par jour, sera érigée dans le strict respect des normes environnementales. La commissaire générale et ses hôtes se sont convenus aussi sur l'organisation des ateliers de renforcement des capacités du personnel. S'en est suivi la visite du site par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et la délégation avec ses partenaires. Nous allons accompagner évidemment les travaux de ce projet d'ateliers conjointement avec le ministère de l'Environnement, donc avoir des ateliers de réflexion sur l'organisation de la filière assainissement et du traitement des eaux ici à Kinshasa. Il faut faire prendre conscience à la population ce besoin qui est pour l'amélioration de leur vie quotidienne. Kinshasa augure une série d'installations des stations d'épuration afin de matérialiser le projet Zéro Rejet dans le fleuve Congo. Congo Hold Up continue de défrayer la chronique. Le bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais contre-attaque. Il n'y a jamais eu un quelconque détournement autour des dossiers des infrastructures. Les précisions à suivre au cours de cette conférence de presse. Des explications avec Sylvie Moembo. Le Congo Hold Up fait des révélations issues d'une enquête des médias étrangers sur un montant de 138 millions de dollars américains mettant en cause plusieurs personnalités congolaises. Parmi elles se trouve la structure du bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais dirigé par le professeur Ekanga. Au cours du point de presse tenu ce lundi 6 décembre, le chargé de communication John Omombo confirme que le bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais n'est ni de près ni de loin concerné par un quelconque détournement. L'objectif est clair. Poursuivre l'œuvre de déstabilisation de la RDC et empêcher le peuple congolais de bénéficier de ses richesses du sous-sol. Malheureusement, le Congo ne peut pas être un paradis géologique et demeurer éternellement un enfer chronique pour ses populations. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer notre solidarité au journaliste Alain Foka pour l'humiliation qu'il subit à cause de la vérité sur la République démocratique du Congo. Par conséquent, le bureau de coordination et de suivi du programme Sino-Congolais n'accorde aucun crédit à cette campagne de diabolisation dénommée Congo Hold Up. Il est hors de question pour le BCPAC de se justifier sur des graves mensonges boutiqués
par un consortium d'ONG et des médias occidentaux qui n'ont aucune considération pour les médias de la République démocratique du Congo. Infrastructure toujours, comme je le disais, la route bypass, une route d'intérêt général reliant plusieurs communes et plusieurs quartiers de la capitale en proie à une énorme tête d'érosion qui a failli endommager une partie de cette chaussée au niveau de l'arrêt Armée du Salut. Déjà, les équipes de l'office de route sont à l'œuvre. Coup de projecteur sur ces travaux anti-érosifs avec Lisette Mouchinga. Les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont endommagé le mur maçonné de la chaussée sur l'arrêt Armée du Salut dans la commune de Mongafula. Ces affluements risquent de mettre endommagé la route et la population environnante. C'est la raison pour laquelle le directeur général de l'Office des routes, Herman Moutima, a dépêché les équipes des brigades de la direction urbaine de Kinshasa pour amorcer les travaux de lutte contre la progression de l'érosion naissante et pour sauvegarder l'ouvrage. Déjà nous a demandé de descendre le plus vite possible et nous sommes là pour remblayer et mettre hors état de danger la route. À moyen terme déjà, en urgence, nous allons remblayer et empêcher à ce que l'ouvrage s'abîme. Mais à long terme, nous allons maintenant intervenir pour entretenir tous les terrains que nous voyons ici. Les usagers de cet axe routier ainsi satisfaits de la réhabilitation de ces tronçons. Ils sollicitent à l'Office des routes la mise en place d'un plan d'entretien. Il y a eu une érosion qui a failli emporter la partie de la chaussée, la partie des habitations. Après une forte pluie de la semaine passée, aussitôt après nous avons commencé les travaux. Et aujourd'hui nous sommes satisfaits parce qu'on a dit non seulement arrêter, mais nous allons rétablir la situation dans son entièreté. L'Office des routes préconise d'ores et déjà l'entretien de ces murs maçonnés artistiques et du fossé des gardes. Et cap sur la province du Maniema où le gouverneur Idriss Mangala vient de déposer le projet des 10 budgétaires exercice 2022 au bureau de l'Assemblée provinciale, nous apprend Rodépanda. C'est le gouverneur ad intérim, Afan Idriss Mangala, accompagné de membres de son cabinet et les membres de son gouvernement, qui vient personnellement déposer ce lundi 6 décembre 2021 entre les mains de la présidente de l'Assemblée provinciale les projets de l'édit budgétaire de l'exercice 2022, équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 177 milliards 66 millions 639 000 francs congolais. Ces projets d'édit budgétaire connaît un accroissement de 22% contrairement à celui de 2021. Le gouverneur intérimaire du Maniema a indiqué que les priorités de ces projets d'édit budgétaires sont entre autres l'amélioration sociale des conditions de vie de la population, la réhabilitation des infrastructures de base, les routes, la santé, l'eau potable et la sécurité. Pour atteindre ces aspirations, Afan Idriss Mangala promet des réformes profondes et imminentes à la Direction générale des recettes du Maniema, DGERMA, afin de maximiser leurs recettes. Bien avant, la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, l'honorable Gertrude Kitembompala, a justifié l'élaboration et le dépôt de ces projets d'édit budgétaires du fait que les délais d'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs en ayant 30 jours après la déchéance n'a pas été respecté et la province du Maniema a besoin de vivre et de se développer. À l'Assemblée, il y a des juristes, au gouvernement provincial, il y a des juristes. Nous n'avons trouvé aucune disposition qui nous empêche de faire ce que nous faisons aujourd'hui. L'honorable Gertrude Kitembompala rassure qu'aucune loi n'interdit à un gouverneur intérimaire de déposer un projet budgétaire, d'où la motivation de son institution de recevoir cette initiative d'Afani Idriss Mangala, à qui il a adressé ses félicitations. Outre ces projets d'édit budgétaire, le chef de l'exécutif provincial du Maniema a déposé à la présidente de l'organe délibérant les rapports d'exécution à mi-parcours du budget 2021 ainsi que le projet de réduction des comptes 2022. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Calang. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec la même ferveur. Bon début de semaine à toutes et à tous.